Les enquêteurs traitent toutes sortes d'affaires au cours de leur carrière et ils sont formés pour s'adapter à chaque situation. Mais certaines affaires prennent une tournure étrange à laquelle personne ne s'attendait et, en conséquence, elles restent non résolues aujourd'hui. Car beaucoup des réponses nécessaires pour les élucider n'ont jamais été trouvées. Numéro 10. En juillet 2013, Alison Benitez, âgée de 19 ans, vivait dans la ville de Perpignan avec sa mère et son père, Marie-Josée Benitez et Francisco Benitez. Elle avait commencé sa carrière de reine de beauté et devait participer au concours de Miss Roussillon qui était prévu pour le 11 août de cette année-là. À cette époque, le mariage de ses parents était chaotique et ils se séparaient. Francisco avait été infidèle à Marie à plusieurs reprises dans le passé et elle en avait assez des secrets qu'il lui cachait. Selon Francisco, Alison et Marie ont soudainement commencé à faire leurs valises le 14 juillet. Après quoi, elles ont quitté la maison familiale, déclarant qu'elles prévoyaient de voyager à Toulouse. Mais les enquêteurs doutent fortement que ce soit le cas, puisqu'aucune des deux femmes n'a été vue depuis ce jour-là. Leurs comptes bancaires sont intacts et leurs téléphones ont été éteints. Il a dit s'être disputé avec Marie ce jour-là, pensant que cela avait causé leur départ soudain. Cependant, Francisco n'a pas signalé leur disparition. Un ami de la famille, inquiet du silence de la mère et de la fille, a signalé leur disparition à la police. Et Francisco signalait lui aussi soudain leur disparition quelques jours plus tard. Au cours de l'enquête qui a suivi, il a été révélé que l'une des anciennes maîtresses de Francisco, Simone Oliveira Alves, avait également disparu dans des circonstances suspectes en novembre 2004. Bien que l'affaire ait été examinée, il n'a jamais été inculpé pour quoi que ce soit dans cette affaire. Quand les enquêteurs ont appris que Francisco menait une double vie depuis des années, il est devenu leur principal suspect. Ils ont appris qu'il l'avait agressée si violemment à une occasion qu'elle avait dû être hospitalisée. Et sa véritable nature violente avait été révélée. Ils ont aussi découvert qu'Alison avait découvert sa liaison avec Dolores en lisant des messages sur son téléphone. Il a quitté cette relation puis a commencé une liaison avec une employée de l'ambassade de France. Francisco a maintenu son innocence et est même allé jusqu'à enregistrer une vidéo de lui-même niant toute implication. Et il a perdu la vie peu de temps après, ce qui signifie qu'il a emporté avec lui tout ce qu'il savait sur le sort des deux femmes. Lors de la fouille de la maison familiale, du matériel biologique d'Alison a été retrouvé dans le réfrigérateur et le sèche-linge que Francisco avait nettoyé avec des pastilles de Javel. Les tribunaux ont décidé que Francisco avait bien mis fin à la vie de sa femme et de sa fille, qui n'ont jamais été retrouvées. Numéro 9. C'est toujours tragique de découvrir qu'une personne innocente a été condamnée et a passé des années en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Jessie Macpherson, âgée de 33 ans, qui travaillait comme domestique pour la famille Fleming à Glasgow, en Écosse, en juillet 1862. La maison était située au numéro 17 de Sandford Place et elle allait devenir le lieu d'un crime qui entraînerait l'une des plus grandes erreurs judiciaires jamais enregistrées dans cette ville. Le 4 juillet de cette année-là, Jessie a été retrouvée morte dans sa chambre verrouillée de la maison. Et il a été déterminé qu'elle avait été attaquée avec un couperet en fer. Des vêtements de Jessie et des couverts en argent ont été volés, la scène décrite comme chaotique. Curieusement, les sols de la cuisine et de la chambre étaient lavés, ainsi que le visage, le cou et la poitrine de Jessie. Il a été noté que la maison appartenait à John Fleming et que son père, James, qui travaillait pour John en tant que comptable, vivait avec la famille à cette époque. James est devenu le principal suspect, étant le seul de la famille présent lors de l'attaque. Il a déclaré n'avoir rien entendu lors de l'attaque et ignorait la mort de Jessie jusqu'à ce qu'on le lui annonce. James lui aurait fait des avances, comme avec d'autres domestiques auparavant. Mais la police pensait qu'elle l'avait repoussé, ce qui l'aurait mis en colère. Un plaideur sur gage signala à la police que l'argenterie volée lui avait été vendue par une femme nommée Mary MacDonald, pseudonyme d'une ancienne domestique de la maison, Jessie McLaughlin, meilleure amie de la victime. Elle fut vite arrêtée après la fouille de sa maison, où la police trouva des vêtements portant des traces biologiques. James Fleming accepta de témoigner contre elle. Malheureusement, elle mentit sur sa présence ce jour-là, ce qui fut prouvé lors de son procès. Les empreintes de McLaughlin
correspondait à celle retrouvée sur la scène de crime. Puis le juge fit quelque chose d'inexplicable. Il réprimanda McLaughlin pendant pas moins de 4 heures, ce que beaucoup pensent avoir influencé la décision du jury. Ils ont mis 15 minutes pour rendre verdict de culpabilité, et elle a été condamnée à mort, malgré ses déclarations accusant James. Le tribunal estimait que justice avait été rendue, mais le public n'était pas d'accord. Convaincus que James était le vrai agresseur, leurs protestations ont permis de commuer la peine de McLaughlin en prison à perpétuité. Elle a passé 15 ans derrière les barreaux avant d'être libérée, après quoi elle a déménagé en Amérique. En mai 1892, une femme nommée Isabelle McLennan a fait une confession sur son lit de mort dans laquelle elle a déclaré qu'elle avait mis fin à la vie de Jesse et que McLaughlin avait été emprisonné à tort. Mais quoi qu'il en soit, il est presque certain que McLaughlin était en effet innocente et que l'agresseur de Jesse n'a jamais été identifié. Numéro 8. Pendant près de 7 siècles, on a cru que Con Grande della Scala, un chef de guerre italien, avait perdu la vie en buvant accidentellement de l'eau polluée d'une source. Mais on sait désormais qu'il était en fait victime d'un acte criminel. En 1329, il était le seul dirigeant de Vérone et avait conçu plusieurs campagnes militaires qui ont conduit à la prise de Padoue, Vicence et Trévise. En juillet de cette année-là, il est allé à Trévise fêter sa victoire sur la ville quand il est tombé gravement malade. Juste 44 jours après son arrivée dans la ville, il est décédé, à l'âge de 38 ans, et on pensait que son erreur d'avoir bu à une source pendant son voyage là-bas avait finalement scellé son destin. Mais certains en doutaient. Beaucoup pensaient que sa maladie était devenue mortelle trop tôt et qu'il se passait autre chose d'inconnu. On a supposé que quelqu'un avait cherché à mettre fin à sa vie et qu'il l'avait rendu si malade qu'il en est mort. L'historien du IVe siècle, Galeazzo Gattari, a écrit qu'il pensait que Dei della Scala avait été empoisonné, mais il n'y avait aucun moyen de prouver cette théorie. Au XVe siècle, le savant Torello Serena affirma qu'un fruit empoisonné avait servi à tuer le dirigeant, mais d'autres proposèrent d'autres théories. Giovanni Villani a affirmé qu'après sa victoire sur Trévise, Dei della Scala avait tellement mangé lors de sa célébration que cela l'avait rendu gravement malade, bien que cette théorie ait été écartée, tout comme la croyance que sa maladie était due à de l'eau polluée. Son lieu de sépulture a été fouillé en 1923 et les archéologues ont découvert que les restes de Dei della Scala avaient été remarquablement bien conservés grâce aux conditions sèches du tombeau. Bien des années plus tard, il a été décidé d'étudier les restes pour résoudre le mystère de sa mort. Un médecin légiste nommé Gino Fornaciari a été sollicité pour utiliser la technologie moderne afin de déterminer la véritable cause du décès du souverain. Des échantillons de tissu ont été prélevés et des indices découverts pour expliquer ce qui lui était arrivé. Les échantillons contenaient des traces de la plante Digitalis, plus connue sous le nom de digital. Ces traces ont été retrouvées dans des échantillons provenant de plusieurs parties de son corps, et le fait qu'elles soient encore présentes dans les restes suggère qu'il avait ingéré une dose massive de la plante, ce qui aurait certainement causé sa mort. La théorie dominante est qu'il a été empoisonné par des membres de la République de Venise ou du duché de Milan, mais puisque des siècles se sont écoulés, il est probable que nous ne saurons jamais qui a mis fin à la vie de Dei della Scala, ni leur motivation. Numéro 7. En 1977, Jenny Chang, âgée de 19 ans, était étudiante à l'Université d'État de San Francisco et, selon tous les témoignages, c'était une femme extrêmement intelligente qui travaillait dur pour obtenir d'aussi bonnes notes. Le 11 septembre de cette année-là, Jenny avait passé du temps dans sa chambre universitaire. Mais vers 18 heures, elle est partie et s'est rendue à la bibliothèque de l'université. Elle avait réservé une salle d'études au sous-sol de la bibliothèque et disposait de 5 heures, la bibliothèque fermant à 23 heures. Le lendemain matin, sa colocataire s'est rendue compte que Jenny n'était jamais revenue au dortoir. Et elle a signalé sa disparition. Une fouille de la bibliothèque a été menée et il n'a pas fallu longtemps pour retrouver Jenny, mais dans les pires circonstances. Elle a été retrouvée morte et nue dans la salle de lecture du corps enseignant au 4e étage de la bibliothèque. Ses vêtements et papiers étaient soigneusement placés près d'elle et il a été établi qu'elle avait été attaquée à l'arme blanche. La pièce était en désordre. Plusieurs meubles brisés gisaient éparpillés sur le sol. Cela a laissé penser aux enquêteurs que Jenny s'était vaillamment défendue lors de l'attaque qui lui a coûté la vie. Cette salle de lecture avait été fermée à clé à 17 heures ce jour-là.
Donc Jenny aurait dû demander à quelqu'un de la laisser entrer avec une carte codée ou une clé. Les enquêteurs ont appris que 200 personnes avaient des clés pour cette salle et que 1200 autres disposaient des cartes nécessaires. Le principal suspect dans son affaire s'appelait Floyd McCoy, un agent de sécurité qui travaillait à l'université à l'époque. La nuit de l'agression contre Jenny, il a quitté son service brusquement, sans prévenir, suscitant de nombreux soupçons. Et lorsqu'on l'a interrogé, il a déclaré qu'il avait commencé à se sentir mal. Alors il est simplement rentré chez lui. Licencié une semaine plus tard, il a été arrêté un mois après, accusé d'avoir agressé une autre femme avec l'arme. Il a été inculpé d'agression, de séquestration et d'agression avec une arme mortelle. Lors de sa comparution, il a été révélé qu'il avait attiré la femme à l'étage où Jenny a été retrouvée et s'était servi de sa carte d'accès d'agent de sécurité pour commettre l'agression. Cela a renforcé la conviction de la police qu'il avait tué Jenny, mais aucune preuve suffisante n'a jamais été trouvée. Lorsqu'aucun autre indice n'a jamais été trouvé, l'affaire est restée non résolue et plusieurs théories ont été avancées. Mais pour l'instant, on ignore toujours qui a mis fin à la vie de Jenny cette nuit-là. Et seul le temps dira si la personne responsable de sa mort sera un jour identifiée et poursuivie en justice. Numéro 6. À l'âge de 25 ans, Jennifer Beard, originaire du Pays de Galles au Royaume-Uni, avait déménagé en Tasmanie, en Australie, pour poursuivre sa carrière d'enseignante. Nous étions en 1970, lorsque Jennifer et son fiancé, Reg Williams, décidèrent de partir en Nouvelle-Zélande pour des vacances. C'est là que son histoire allait commencer. Jennifer et Reg avaient convenu de se retrouver à Milford Sound le 5 janvier, mais elle n'est jamais arrivée, et il a commencé à s'inquiéter pour sa sécurité. Il savait qu'elle faisait de l'autostop sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande pour le rejoindre et craignait qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il a déposé un signalement pour personne disparue et une enquête a été ouverte. Des témoins se sont manifestés pour signaler qu'ils avaient vu Jennifer la veille du Nouvel An 1969 en compagnie d'un homme qui conduisait une Vauxhall verte, modèle ancien. Ils ont été aperçus dans la région de Fox Glacier. Une opération de recherche a été lancée. Les équipes de recherche ont eu du mal à couvrir le terrain, car la région, très isolée, avait une végétation dense et des marécages difficiles à traverser. Un deuxième témoin dira à la police qu'il avait vu un homme correspondant à la description de celui qui accompagnait Jennifer ce même jour, et il a décrit le même véhicule, précisant qu'il était en réalité bicolore, vert et bleu, et qu'il l'avait aperçu à une aire de repos près du Ast River Bridge. Le 3 janvier, une famille qui traversait cette même région s'est arrêtée près du pont pour permettre à leur jeune fille d'aller aux toilettes. De retour à la voiture, elle a dit à ses parents avoir vu un homme nu dormir sous le pont. Mais ils ont attribué cela à son imagination et n'y ont plus pensé. Une autre famille a indiqué s'être arrêtée sur l'aire de repos près du pont où ils ont rencontré un homme en panne de voiture. Il conduisait une Vauxhall de la même couleur, mais Jennifer n'a pas été vue alors. Suite à ces témoignages, la police a fouillé le pont et a presque immédiatement découvert le corps de Jennifer. Ils ont pensé qu'elle était allée sous le pont pour se soulager quand un agresseur l'a attaquée et tuée. Son sac à dos et son appareil photo étaient introuvables et il a été établi qu'elle était morte étranglée. L'homme au volant de la Vauxhall est le seul suspect et un mécanicien local a indiqué qu'il avait amené sa voiture pour des réparations mineures. À l'intérieur, il a remarqué du matériel de camping et il a déclaré que l'homme semblait tout à fait normal et en aucun cas anxieux, mais il a précisé qu'il était pressé de reprendre la route. L'homme a finalement été retrouvé et interrogé pendant 6 heures sur l'affaire Jennifer. Il sera ensuite identifié comme le chauffeur de camion Gordon Bray. Il a affirmé n'avoir aucun lien avec l'affaire Jennifer et la fouille de son véhicule n'a révélé aucune preuve de son implication. Puisqu'il ne pouvait pas être lié au crime, la police n'a eu d'autre choix que de le relâcher. Et Bray a maintenu son innocence jusqu'à son décès en 2003. Mais il y a eu un rebondissement en 2019. Un article publié affirmait qu'un ami d'un homme nommé Ian Malloy avait avoué avoir mis fin à la vie de Jennifer. Mais il était déjà décédé, et on ignore s'il était réellement impliqué, laissant l'affaire de Jennifer non résolue. Numéro 5. La famille de l'aviateur de première classe de l'armée de l'air américaine Ashley Turner, 20 ans, a appris son décès dans une attaque survenue dans son dortoir.
Ils ont été surpris car elle était réputée forte et capable de se défendre dans la plupart des cas. Ashley était en poste à la base aéronavale américaine de Keflavik, en Islande, en août 2005. Le 15 du même mois, elle a été retrouvée inconsciente dans une salle commune du dortoir. Elle avait clairement été attaquée avec une lame et transférée d'urgence à l'hôpital naval. Là-bas, les médecins ont tout fait pour la ranimer, mais leurs efforts ont été vains et elle est décédée à 22h56. Ses parents, résidant à Frederick, Maryland, ont malheureusement appris l'attaque contre leur fille via un article en ligne d'un journal islandais. Ils ont contacté l'armée, mais on leur a donné très peu de détails. Ils ignoraient si un suspect avait été identifié, si une arme avait été utilisée ou si Ashley avait pu se défendre. Lorsqu'ils ont essayé d'obtenir plus d'informations sur ce qui s'était passé, on les a écartés d'un revers de main. Et ils ont eu l'impression de déranger les enquêteurs chargés de l'affaire d'Ashley. Mais ils ont admis que de nombreux détails ne pouvaient être divulgués car l'enquête était en cours. Ils finiraient par apprendre qu'Ashley avait accusé un autre membre de l'armée de lui avoir volé quelque chose et qu'elle devait témoigner contre lui au tribunal. Ce qui les a rendus très en colère, c'est le fait qu'elle avait été obligée de vivre dans le même dortoir que l'accusé, ce qui lui aurait donné amplement l'occasion de mettre fin à sa vie pour qu'elle ne puisse pas témoigner contre lui. L'homme en question a été arrêté et détenu pour suspicion d'homicide, et la famille d'Ashley apprendrait finalement qu'il s'appelait Calvin Hill et qu'il venait de Warren, dans l'Ohio. Il avait volé la carte bancaire d'Ashley et s'était servi de $1 700 avant d'être arrêté. D'autres preuves accablantes ont été retrouvées contre Hill quand les enquêteurs ont découvert sur ses chaussures une substance qui, après analyse, était de la matière biologique d'Ashley. Hill a été inculpé d'homicide, mais le procès n'a fait qu'exaspérer davantage les parents d'Ashley, car ils estimaient que le jury, composé de 14 militaires, n'avait pas pris suffisamment de temps pour examiner toutes les preuves avant de le déclarer non coupable. Son père a dit aux médias que le jury aurait voulu éviter les embouteillages et a donc rapidement rendu un verdict d'acquittement. Mais il a plaidé coupable à d'autres chefs d'accusation, notamment le vol, l'appropriation illégale, les fausses déclarations et l'absence sans autorisation. Il a été reconnu coupable et condamné à seulement 19 jours de travaux forcés, ainsi qu'à une amende et un blâme officiel. Numéro 4. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que James Barclay, connu de ses amis sous le nom de Jim, a perdu la vie à Wanangata Station, une exploitation bovine située dans la vallée isolée des Alpes victoriennes en Australie. Et son agresseur n'a jamais été traduit en justice. James avait des antécédents avec la justice, qui ont commencé alors qu'il était encore à l'école. À une occasion, il a été impliqué dans une bagarre, et à une autre, la police est intervenue lorsqu'il a été accusé d'avoir commis un incendie volontaire mineur. Il a quitté la maison familiale en 1866 pour travailler dans les champs aurifères. Il a voyagé dans la région de Mansfield pendant la décennie suivante, mais en 1897, il a quitté les champs aurifères pour faire des petits boulots comme fendre des poteaux et tondre des moutons. En 1907, il loua un terrain et commença à faire le commerce du bétail pour gagner sa vie. Il était connu comme un homme de plein air chevronné, capable de vivre de la terre. En 1910, sa vie a changé, lorsqu'il a épousé Lizzie Kentiani, qui vivait chez ses voisins. Ils ont eu un fils, mais seulement 4 ans après leur mariage, Lizzie a contracté la tuberculose et elle est décédée. En 1912, il est allé dans la vallée de Wanangata pour le commerce du bétail et, grâce à ses compétences, est devenu directeur de la station 3 ans après. C'était une existence solitaire, mais il s'était fait un ami nommé Harry Smith qui vivait à Eaglevale. Il a finalement engagé John Bamford, âgé de 61 ans et originaire de Blacksnake, comme ouvrier polyvalent en 1917, malgré le fait qu'il avait mauvais caractère et avait été accusé d'avoir mis fin à la vie de sa femme. Les deux hommes ont été vus ensemble à Talbotville en décembre de cette année-là, lorsqu'ils sont allés voter lors du référendum sur l'envoi de renforts. Ils sont partis le 21 pour retourner à la ferme d'élevage. Le lendemain, Harry Smith y est arrivé à 18h pour livrer le courrier. Il a trouvé étrange de voir « De retour ce soir » écrit à la craie sur la porte de la cuisine et a été surpris de ne voir aucun des deux hommes pendant 2 jours lors de son séjour. Il est parti pour Eaglevale le 24 et est revenu le 14 février pour découvrir que la même pile de courriers non ouverts était toujours posée sur la table de la cuisine. Il a contacté les propriétaires de la station, arrivés 10 jours plus tard, et après des recherches, ont découvert Jimmy
mort dans une tombe peu profonde près d'un ruisseau. La police a été appelée. Le cheval et la selle de Bamford manquaient, mais le cheval a vite été retrouvé en liberté dans les Hautes High Plains. L'enquête a montré que Jim avait été attaqué avec une arme à feu de gros calibre et que Bamford aurait perdu son sang-froid après une dispute avec lui. On pense qu'il a pris son arme et tué Jim avant d'enterrer son corps près du ruisseau. Bamford a été retrouvé mort plus tard, sans qu'on sache s'il avait vraiment tué Jim. Son affaire reste non résolue depuis plus d'un siècle. Numéro 3. La famille de 2 frères, Roland Deloche, âgé de 42 ans, et Joseph Smith, âgé de 27 ans, est désespérée de trouver des réponses dans leur affaire qui n'a jamais été résolue. Les enquêteurs ont également été frustrés par cette affaire, car leur agresseur n'a jamais été identifié et reste en fuite. En octobre 2016, les 2 frères vivaient dans la maison familiale sur Hayes Drive, à Sanford, en Floride. Roland travaillait dans une usine locale, tandis que Joseph aspirait à devenir rappeur. Ils ont choisi de rester dans la maison familiale pour s'occuper de leur mère âgée après que leur père est mort d'un cancer. C'est dans cette maison que les 2 frères ont perdu la vie lors d'une attaque jugée lâche. Le 31 octobre 2016, Roland venait de terminer son service à l'usine et se réjouissait de passer une soirée tranquille à la maison avec sa famille. Il était dans sa chambre lorsqu'il a soudain entendu de forts bruits provenant d'une autre pièce de la maison, et il s'est immédiatement précipité pour vérifier si sa mère allait bien, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Mais avant même qu'il n'ait eu la chance de sortir de la pièce, un homme portant un masque s'est dressé devant lui et a mis fin à sa vie avec une arme à feu. Les voisins ont dit à la police avoir entendu 4 ou 5 fortes détonations ce soir-là, sans savoir qu'il s'agissait d'une attaque. La police a été appelée et elle est arrivée à la maison vers 21h. Dans la maison, ils ont découvert que Joseph et Roland avaient été attaqués et que Joseph était décédé. Roland a été conduit d'urgence à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Leur mère, Barbara, avait également vécu une expérience très traumatisante. L'assaillant l'a forcé à s'agenouiller dans le salon, mais lui a finalement épargné la vie pour des raisons inconnues. Il a été noté que l'homme portait un masque la nuit d'Halloween, mais les enquêteurs ne pensaient pas que le crime était lié à la date. Les enquêteurs estiment que Joseph était la cible de l'attaque et que Roland a été agressé seulement car il est sorti de sa chambre après avoir entendu un coup de feu. Les premiers suspects ont vite été identifiés. La police recherche le criminel condamné Dante James et sa compagne Shabeta Seals. Le couple avait été arrêté pour port d'armes le lendemain de l'attaque, puis libéré sous caution. Dès son retour chez lui, James a retiré son bracelet électronique et s'est enfui en Géorgie, où il a été arrêté. James et Seals ont refusé de coopérer avec la police, mais il a finalement été déterminé qu'il n'avait probablement pas commis l'attaque. La police pensait toujours qu'il savait quelque chose sur le crime, mais le couple a refusé de divulguer la moindre information. On a ensuite découvert que James avait une autre petite amie, qui a été retrouvée pour être interrogée. Elle a également refusé de coopérer, et on pense qu'elle sait qui a commis l'attaque et quel était le mobile du coupable. Mais elle n'a jamais révélé aucune de ces informations à la police. La famille des frères pense que l'attaque a été planifiée par quelqu'un connaissant leurs emplois du temps. Mais malgré une récompense de 5 000 $ offerte pour toute information supplémentaire, l'affaire reste non résolue. Numéro 2. En 2008, les enquêteurs ont subi un nouveau revers dans l'affaire de Sylvia Salinas, âgée de 30 ans. Après que la plupart des preuves recueillies au cours de leur enquête aient été perdues ou détruites à cause de l'ouragan Ike, Sylvia vivait à Galveston, au Texas, en 1989. Elle et sa famille étaient connus pour aller à l'église tous les dimanches, car ils étaient des catholiques dévots, et ils avaient l'habitude de prier le rosaire avant d'aller se coucher chaque soir. À la fin de 1970, Sylvia avait acheté une épicerie qu'elle a appelée Salinas Food Store. Le magasin a bien marché, puisqu'il était situé dans le quartier où elle avait grandi, et elle a reçu beaucoup de soutien. On la décrivait comme une personne appréciée et sympathique, qui accueillait tout le monde dans son magasin. De nombreuses personnes en difficulté obtenaient un crédit au magasin pour nourrir leur famille. Et elle était connue comme Tante Sil dans le quartier. On sait qu'elle avait l'habitude de garder une arme à feu chargée sous le comptoir du magasin, car elle travaillait souvent seule la nuit. Ses amis disaient qu'elle sentait instinctivement le danger, surtout au magasin.
La matinée du 31 octobre 1989 a commencé comme n'importe quelle autre. Elle a ouvert son magasin et à un moment donné, ses parents sont arrivés pour l'aider à faire quelques tâches. Ils sont partis à l'heure du déjeuner et ont marché 2 pâtés de maison jusqu'à chez eux, ignorant qu'ils ne reverraient jamais Sylvia vivante. À 13h22, une société de sécurité a répondu à un appel signalant un vol en cours dans le magasin. Et la police a reçu la même notification 2 minutes plus tard. La police est arrivée la première, 4 minutes plus tard. Mais c'était déjà trop tard. En entrant dans le magasin, ils ont trouvé Sylvia morte, derrière le comptoir. Elle avait été attaquée avec une grande arme blanche, retrouvée sur le comptoir à côté d'elle. Elle n'avait pas eu le temps de saisir son arme, ce qui a fait penser à la police que son agresseur l'avait surprise. La caisse enregistreuse avait été forcée et tout l'argent avait été volé. Le voleur a aussi pris les autres pièces et les coupons alimentaires. Lorsque le voleur a forcé le tiroir de la caisse enregistreuse, une alarme silencieuse a averti la société de sécurité et il a été déterminé que Sylvia est morte à 13h20. Personne n'avait vu l'attaque se produire, mais on a supposé que l'agresseur connaissait Sylvia puisqu'elle ne présentait aucune blessure de défense. Les enquêteurs ont annoncé qu'ils recherchaient un homme qui avait été vu en train d'utiliser une cabine téléphonique peu de temps avant l'attaque. Ils pensaient qu'il avait peut-être vu le coupable entrer dans le magasin, mais il n'a jamais été identifié. Des témoins ont vu un autre homme, aux cheveux blonds sable, courir sur le trottoir juste après l'attaque, mais son identité reste inconnue. La plupart des preuves dans l'affaire de Sylvia ayant été détruites, aucun suspect n'a été nommé et l'identité de son agresseur reste inconnue. Numéro 1. En 1985, un homme de 29 ans, nommé Pierre-Émile Lalachalier, a commencé à sortir avec Madeleine Smith, qui avait 10 ans de moins que lui, à Glasgow, en Écosse. Ils avaient échangé plus de 250 lettres d'amour avant de finalement décider de se marier, et d'après tout le monde, ils étaient vraiment très amoureux. Pierre suivait une formation de pépiniériste, travaillant à la propagation des plantes et à l'entretien des cultures, et semblait avoir un bel avenir. Mais ses plans changèrent quand il apprit que les parents de Madeleine refusaient leur mariage et lui avaient trouvé un autre prétendant issu de la haute société. Il tenta d'utiliser les lettres d'amour contre Madeleine. Il utilisa les lettres pour la faire chanter, menaçant de révéler leur liaison à son fiancé, qui était William Harper Manac. Il alla jusqu'à la suivre partout, que ce soit lorsqu'elle passait du temps avec Mana, ou même lorsqu'elle était avec sa famille. Et très vite, Madeleine ne put plus lui résister, et il reprit à leur liaison. Quand il ne pouvait pas être introduit en cachette dans la maison de sa famille, elle lui demandait d'attendre à la porte de leur cave, où elle lui tendait des tasses de chocolat chaud. Et cela continua jusqu'en 1857, lorsque la santé de Pierre commença soudainement à se détériorer. Il avait commencé à ressentir de vives douleurs sur le côté et souffrait de nausées extrêmes. Les symptômes s'amélioraient un temps, revenaient après quelques semaines, sans qu'il comprenne la cause de sa maladie. En mars de cette année-là, il est tombé malade pour la dernière fois, avant d'être retrouvé décédé dans sa chambre. Ses amis ont demandé une autopsie, devenus suspicieux face à la dégradation soudaine de sa santé, et ses restes ont été exhumés. Il a été établi qu'il avait ingéré environ 82 grains d'arsenic. Et dès la découverte des lettres de Madeleine à Pierre, elle est devenue la principale suspecte. Lorsque la police est arrivée au domicile familial pour l'arrêter, ils ont appris qu'elle avait déjà quitté Glasgow pour Royle, en bateau à vapeur. Elle a été retrouvée par son frère et Minage, puis elle a été amenée à Édimbourg pour être jugée après son arrestation. Elle a été décrite comme une femme sadique qui avait systématiquement empoisonné Pierre pour se débarrasser de lui, afin que le scandale de leur liaison reste secret. Il a été prouvé qu'elle avait acheté de l'arsenic, mais elle a affirmé l'utiliser dilué pour se laver le visage, les bras et le cou, pratique courante à l'époque. L'accusation n'a pas prouvé que Pierre et Madeleine s'étaient vus avant sa maladie, et elle a été déclarée non coupable. Il est généralement admis que Pierre a effectivement perdu la vie à cause d'un empoisonnement et que Madeleine était la seule personne ayant un mobile pour le tuer. Mais ayant été acquittée, elle a déménagé à New York, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans, laissant l'affaire de Pierre entourée de mystères qui ne sera probablement jamais résolue. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.